Vous écoutez le podcast de l'Union de Villes Suisses Dialogue. Dans cette première série de 4 épisodes, l'agglomération est à l'honneur. Je m'appelle Nicoletta Cimino, je suis votre hôte ou pour ainsi dire votre guide à travers de la Suisse. Tout au long de cette série, je rencontre des personnalités centrales de cette Suisse urbaine qu'on va visiter. Je leur parle des défis que les agglomérations doivent relever dans notre pays, que ce soit en matière d'aménagement du territoire, de l'habitat ou encore de la mobilité. Pour ce deuxième épisode, je me suis rendue dans le canton de Genève, plus précisément à Carouge. Et j'ai le plaisir d'être ici avec Ariane Wittmer. Bonjour Ariane. Bonjour. Ariane Wittmer, je suis sûre que beaucoup de ceux qui nous écoutent vous connaissent. Mais j'aimerais quand même vous présenter brièvement. Née à Sion, vous avez grandi à Sierre. Exactement, au Valais. Au Valais, vous avez étudié l'architecture à l'EPFL de Lausanne. Vous avez travaillé ensuite dans votre bureau d'architecture avant de rejoindre le canton de Vaud au service de l'aménagement du territoire. Vous étiez chef du département de design de l'Expo 02. Ensuite, responsable de la mise en œuvre de la stratégie de développement de l'Ouest lausannois pendant 16 ans. Et maintenant, depuis 2019, vous travaillez pour le canton de Genève, toujours dans la région du Léman, donc, et vous êtes aujourd'hui urbaniste cantonal, c'est ça? C'est tout à fait juste. Et l'année passée, vous avez reçu, vous étiez la première architecte, vous avez reçu le prix Fondation Brandenberger pour votre travail dans l'aménagement du territoire. Voilà, ce qui était effectivement magnifique, complètement inattendu et extraordinaire, oui. Ça fait du bien d'avoir une reconnaissance comme ça. Oui, ça fait du bien. Permettez-moi de commencer par une question personnelle. Quand vous entendez le mot agglomération, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Bon, d'abord, c'est un sujet dans lequel je baigne depuis très longtemps parce que même au canton de Vaud, le secteur pour lequel je travaillais s'appelait secteur des agglomérations. Et c'était en 1995, donc c'était même avant l'heure, avant la politique sur les agglomérations. Non, mais ce que je crois, enfin, ce qui m'a motivé d'ailleurs de travailler dans les agglomérations, c'est le potentiel qu'on a dans ces agglomérations. Et quelque part, je me dis que la Suisse moderne ou la Suisse contemporaine, ou peut-être même la Suisse de demain, elle est en train de se faire dans les agglomérations. Pas dans les centres. Mais non, les villes-centres sont déjà, enfin, ils sont beaux, ils sont constitués, on doit être très soigneux, enfin, on doit les entretenir. Et bien sûr qu'ils peuvent bouger aussi, enfin c'est pas une idée de les mettre sous cloche, mais disons les grandes marges de manœuvre, et c'est ce qu'on voit aussi dans cet endroit où on est ici, les grands potentiels, les grands possibles, c'est ici qu'on les trouve, et c'est ici qu'il y a aussi un besoin beaucoup plus important, je crois, d'agir que dans les centres-villes qui en principe ont depuis très longtemps été vraiment bien soignés. Vous l'avez déjà dit, on n'est pas dans un studio d'enregistrement. Aujourd'hui, on est à Carouge, et plus précisément dans le quartier Cardinal Mermillod. Vous nous avez donné rendez-vous dans ce lieu. Pourquoi est-ce que vous avez choisi justement ce quartier, donc cet endroit ? Parce que je crois qu'il représente extrêmement bien en fait les questions auxquelles on est confronté lorsqu'on travaille dans des secteurs d'agglomération, mais qui ont un caractère justement, on peut pas dire vraiment périurbain, mais quand même qui sont ces secteurs un peu désordonnés dans lesquels les planifications sont faites un petit peu au gré des hasards, où on a eu moins le souci on n'avait pas ce souci de faire des images directrices, de planifier la ville, comme on l'a fait pour les centres historiques quand ils ont grandi à la fin du 19e, au début du 20e siècle. On a fait des plans de développement et dans un secteur comme celui-ci ici à Carouge, donc on est tout proche de l'avenue Cardinal Mermillod. On voit bien que c'est des territoires avec des constructions de nature très très différentes. On a des bâtiments historiques, en partie très très beaux. On a de la végétation qui est présente parce qu'on est au bord de l'Arve, mais en même temps on voit qu'il y a un énorme, très grand complexe commercial qui s'est installé ici, donc qui est tout à fait dans une autre échelle. On voit le bord aussi du vieux Carouge avec encore des bâtiments de logement. Donc il se passe beaucoup de choses. Et puis voilà, je crois qu'on est vraiment dans un lieu typique dans lequel, disons, de revenir avec du projet va aider à améliorer la situation. Améliorer pourquoi ? Parce que tout à l'heure, on cherchait notre chemin pour arriver jusqu'au bord de l'Arve. On l'a pas trouvé, ce chemin. C'était tout fermé. Voilà. Parce qu'on n'a jamais pensé en amont, avant, comment rendre perméable ce quartier. Et on voit aussi qu'il y a de la place qui est prise, par exemple, par de la voiture, ce qui est aussi un thème récurrent des agglomérations. On a beaucoup de voitures. Elles ont été construites à une période où
où la voiture était héroïque. C'était la bagnole, Voilà, c'est ça. Mais oui, elle permettait d'aller plus loin. Et puis, on a laissé beaucoup de place à la voiture. Et cette place, aujourd'hui, elle devient un peu anachronique. Même peut-être une station essence en pleine ville, qui ressemble plus à une station d'essence d'un bord d'autoroute, elle a probablement plus tout à fait sa place ici. Alors moi je trouvais c'était vraiment surprenant justement quand on est venu ici, donc on a pris le tram à la gare de Cornavin et on a vraiment vu ce vieux Genève majestueux avec le lac, ces grands bâtiments, les musées, ces grands palais. Et après 10 minutes, on est vraiment complètement dans une autre ambiance. Et Carouge, c'est vrai que vous l'avez déjà dit, il y a ce vieux Carouge qui est presque comme une cité médiévale, on pourrait dire. Et après, justement ici, on a ces grands bâtiments, on voit ici comme des grands blocs qui ont été construits, je pense, dans les années 60 ou 70, oui. L'architecture donc de ces temps-là. Quel est le plus grand challenge pour une agglomération comme Carouge pour les prochaines années? Mais peut-être avant de parler de l'agglomération de Carouge, moi je crois que le plus grand challenge pour les agglomérations, c'est aussi justement de pouvoir garder ces spécificités. Parce que dans une agglomération, il y a évidemment encore des petites villes et des villages. Et de garder en quelque sorte ces spécificités, je pense que c'est un des enjeux. Qui dit agglomération, c'est pas quelque chose d'uniforme. C'est fait de plein de choses très différentes, avec des natures et des caractères très différents. Et je crois que c'est cette approche très nuancée qu'on doit réussir à maintenir lorsqu'on travaille dans les agglomérations, c'est-à-dire un lieu n'est pas égal à un autre lieu. Et cette idée de faire tabula rasa, donc de tout quitter, de tout faire nouveau, vous en pensez quoi? Non, c'est déjà je pense que ça n'a jamais été une très très bonne idée de dire qu'on oublie tout le passé, parce que si on fait une table rase, ça veut dire qu'on efface des traces historiques, des traces de ces lieux qui disent quelque chose sur ces lieux. Ces lieux, ils ont tous aussi, dans la toponymie, on va comprendre qu'est-ce qu'on faisait ici à cet endroit. Donc faire de la table rase, c'est effacer le passé. Je crois que pour l'urbanisme, c'est une très très mauvaise chose. Et on voit bien les endroits que nous aimons, ce sont des endroits où on sent cette profondeur du temps, où on voit bien que une ville qui a été construite au Moyen-Âge, on peut très très bien y vivre. Aujourd'hui, on y vit même extrêmement bien. Voilà. Non, la table rase, c'est pas une bonne idée pour des questions effectivement de lien avec le passé, mais c'est aussi, disons, de moins en moins une bonne idée si on se met dans la perspective des ressources et du besoin d'économiser les ressources. Je crois qu'aujourd'hui, quand on entre dans ce type de territoire, et c'est aussi ce qu'on fait avec le travail qui est en cours ici, c'est qu'on se pose la question bâtiment par bâtiment. Est-ce que c'est un bâtiment qu'on veut préserver, qu'on peut peut-être augmenter, surélever ou qu'on peut épaissir? Est-ce qu'il y a des bâtiments qu'on veut maintenir parce qu'ils ont un intérêt patrimonial? Et je crois que c'est vraiment aussi cette approche, disons, où on part plutôt du principe qu'on aimerait que la tabula est scripta, voilà, et que nous, on se positionne plutôt dans une logique de comment est-ce qu'on peut faire avec l'existant. Alors, si on revient à Carouge, justement, je vous ai demandé avant quel est le challenge ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les challenges pour le futur? Un challenge qui est gigantesque pour Carouge, mais pour d'autres communes aussi, c'est la pression pour le développement. Ça, et pour, disons, une commune, c'est une tâche énorme d'accompagner tous ces projets. Et puis, cette pression pour le développement à Carouge, elle est surtout présente, pas dans le centre-ville, de nouveau, parce que lui, il est construit, si j'ose dire, la partie historique, mais c'est vraiment dans la ceinture, si j'ose dire, de Carouge, comme les parties comme celle dans laquelle on est ici, où il y avait de l'artisanat, où peut-être jamais tout a été construit. Donc il y a vraiment des dents creuses, il y a des places de parking qui font plus de sens à être là. Donc c'est bien pour Carouge, c'est vraiment de comprendre en fait comment est-ce qu'elle peut continuer à se développer, à quels endroits, et puis comment est-ce qu'elle doit accompagner ce développement pour que on fasse pas du remplissage, mais qu'on fasse des nouveaux quartiers avec beaucoup de qualité dans lesquels les gens aiment vivre. Vous avez parlé des gens, donc quand il y a une transformation, quand il y a des chantiers, c'est parfois des chantiers pendant des années, dans des agglomérations, des projets qui sont faits. Comment on fait pour que la population et les gens qui vivent ici
aient envie de participer et aient envie de rester aussi dans ces quartiers, de pas fuir, parce qu'il y a quand même aussi, ça influence quand même aussi la qualité de vie. Hein. Enfin, donc je dirais qu'il y a une habitude, une tradition de participation citoyenne qui est forte dans le canton de Genève, qui est très forte aussi dans la commune de Carouge. Là aussi, il y a une démarche participative qui a été proposée. Donc là, le canton est partenaire de la commune dans la conduite de ce projet. La concertation dans le canton de Genève, c'est une obligation légale qui a été introduite il y a une dizaine d'années. Donc là, le déroulement du projet, en fait qu'on a invité à des ateliers la population. On est venu sur place aussi. On a essayé de comprendre en fait quels étaient les besoins de la population, comment est-ce qu'on pouvait faire évoluer ce quartier pour répondre à ces besoins, mais aussi pour répondre aux besoins, disons, du développement. Donc les propriétaires ont participé également à ces ateliers. Et puis c'est donc vraiment dans cette démarche, on est presque dans la co-construction, on peut dire. Tout le monde peut contribuer à amener des idées qu'un groupement de mandataires a petit à petit dessiner une image directrice de ce secteur. Donc vraiment sur toutes les questions, l'avis est bienvenu, ou même la participation. Oui, alors là, c'était très ouvert, effectivement. Et après, je pense que pour la population, là où c'est le plus simple de s'exprimer, c'est ce sur quoi eux, ils ont un avis d'usager. C'est sur leurs besoins en termes de services communs, d'équipements ou d'espaces publics, de lieux de rencontre. Est-ce que c'est quelque chose de très suisse, cette idée de vraiment faire participer les gens qui vivent dans les quartiers ou les agglomérations, ou est-ce que c'est quelque chose quand même qui est répandu aussi dans d'autres pays? En tout cas, les villes le font depuis très longtemps. Peut-être, en tout cas de mon expérience dans l'Ouest lausannois, quand je suis arrivée dans l'Ouest lausannois, il y avait très peu de communes qui avaient même envie de faire de la concertation. Ils ne comprenaient pas pourquoi on devrait faire de la concertation. Et puis, c'est peut-être aussi à travers des difficultés, des projets, qu'elles ont progressivement été amenées à présenter plus rapidement à la population les projets, ou voire justement leur demander de participer sur certains aspects. On ne peut pas toujours tout soumettre à la concertation. Il y a aussi le droit du privé, avec n'importe quelle construction, vous touchez aussi à l'intérêt public. Et puis, je dirais, sur cette part qui concerne l'intérêt public, je pense que c'est juste de solliciter la population. En tout cas, dans l'Ouest lausannois, de mon observation, aujourd'hui, je crois presque toutes les communes sont mises à faire des démarches participatives, ce qui n'était pas du tout le cas au départ. Vous avez mentionné Lausanne, le travail que vous avez fait à Lausanne. Donc, vous étiez responsable du développement de l'Ouest, les agglomérations. Donc, c'était l'Ouest lausannois avec 8 communes. Et l'Ouest lausannois faisait partie d'un ensemble plus grand qui était l'ensemble du projet d'agglomération à Lausanne-Morges. Et donc, les 8 communes de l'Ouest lausannois, c'était la ville-centre, Renan. Après, juste à côté, Pries, et puis Chavannes et Crissier. Et après, dans une deuxième couronne, peut-être un petit peu, on peut dire Bussigny, Villars-Sainte-Croix, Écublens, et puis Saint-Sulpice. Et je crois que je les ai toutes dites, voilà. Et donc, elles avaient aussi, en fonction de leur positionnement dans ce territoire, un peu des caractères vraiment différents. Saint-Sulpice de bord du lac, Écublens un peu urbaine et un peu aussi orientée campagne, Villars-Sainte-Croix quand même encore très rural, Bussigny aussi un peu dans l'entre-deux, puisque très beau vieux village de vignerons, mais en même temps déjà une halte RER, et Renan, Pries, Chavannes les plus urbaines, et Crissier probablement aussi un petit peu avec deux faces comme ça, deux visages, un visage plus urbain du côté de la gare de Renan et un visage beaucoup plus rural aussi du côté du village, aussi ancien village de vignerons. L'expérience que vous avez acquise donc pendant ces 16 ans que vous avez fait ce travail à Lausanne, en quoi est-ce que ça vous sert maintenant pour votre travail ici à Genève? Bon, disons, les questions qui se posaient dans l'Ouest lausannois, elles se posent dans les mêmes questions sur le territoire genevois. La question de la coordination, urbanisation, transport se posait de la même manière aussi. Les aspects patrimoniaux. Je crois que autant on a appris à préserver les villes-centres, les villes historiques, autant on a beaucoup plus de difficultés à comprendre que même dans un territoire où a priori il n'y a pas de cathédrale de valeur nationale, il y a du patrimoine qu'on doit garder, soit parce qu'il a vraiment une valeur, soit parce que peut-être il est quand même juste important.
par rapport à l'histoire de ce lieu, même s'il n'a pas une très très bonne note dans les inventaires. Mais il fait un sens. Et ça, je l'ai vraiment aussi appris dans l'Ouest lausannois. C'est dans l'inventaire, il y avait... donc, par exemple, l'Ouest lausannois fait pas partie de l'inventaire ISOS, sauf le site de l'abbaye de Saint-Sulpice. Et c'est évidemment pas parce qu'il n'y a pas d'inventaire ISOS dans ce territoire qu'il n'y a pas des... Il n'y a rien à préserver. Mais oui, voilà. Et donc, on doit prendre un peu d'autres lunettes pour voir les choses un petit peu différemment, parce que c'est tout aussi important que dans les centres-villes d'être précautionneux par rapport au patrimoine existant. Il y a aussi d'autres agglomérations en Suisse qui se posent les mêmes questions. Par exemple, je sais pas, Berne, Krönitz, qui est aussi une agglomération très croissante, ou la région de Frauenfeld ou de Saint-Gall. Dans quelle mesure peuvent ces agglomérations profiter de l'expérience qui a été faite à Lausanne, par exemple? Est-ce qu'il y a cet échange d'expérience ou ce know-how? Bon, je dirais, depuis qu'on a la politique des agglomérations qui a débuté en 2001, on peut dire, avec la première conférence tripartite, premier projet d'agglomération qui existait à partir de 2007, je crois que toutes les communes en Suisse ont appris, et l'Ouest lausannois aussi, et puis les communes genevoises aussi, c'est que pour maîtriser un développement qui est supracommunal, voire transfrontalier pour Bâle et puis pour Genève, par exemple, voire transcantonal. Disons, ce qui est fondamental, c'est qu'on ait un endroit où, ensemble, on peut parler de ces questions. Parce qu'un territoire communal, il est évidemment, il vous permet pas de traiter de manière indépendante la question du réseau de bus qui traverse encore 5 autres communes après vous et 3 autres avant vous. Donc il faut, et ça les agglomérations nous ont appris ça, se mettre ensemble, créer des structures, des gouvernances qui permettent de se parler, de comprendre en fait les enjeux et de monter des projets. Donc dans les projets d'agglomération, c'est les mesures infrastructurelles, dont certaines sont communales, mais de nombreuses sont également intercommunales. Si on pense tram, un tram il va toujours être intercommunal, je pense qu'on peut dire toujours. Donc c'est apprendre, se donner les moyens pour travailler ensemble. Et je crois que l'autre élément que j'ai observé dans l'Ouest lausannois, c'est aussi, je crois que les projets d'agglomération ont aussi aidé les communes à prendre conscience de l'importance du développement vers l'intérieur et de l'importance aussi de prendre en charge réellement les problèmes d'aménagement du territoire. Donc de vraiment se sentir responsable pour son propre bonheur. Les services d'urbanisme et d'architecture ont grandi. Dans les communes de l'Ouest lausannois, c'est clair, il y avait des communes qui avaient même pas d'urbaniste. Ouais. Et ça, je pense que c'est tempi passat. Si vous avez des problèmes de grand, vous devez vous organiser comme un grand, sinon vous êtes dépassé, vous êtes überrumpelt et vous ne tenez plus le guidon en main, si j'ose dire. Le Conseil fédéral a publié son premier rapport sur l'agglomération en 2001, donc il y a 22 ans, mais les agglomérations ont vraiment beaucoup grandi depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à maintenant. Donc, c'est vraiment des années boom aussi. Est-ce que c'était pas un peu tard en 2001? Est-ce qu'il n'y a pas eu comme beaucoup de choses qui se sont déjà passées, qu'on aurait pu peut-être éviter si au niveau fédéral aussi, on se serait intéressé pour la question un peu avant? C'était peut-être urgent. Après, on est toujours plus intelligent après. Peut-être un indice, effectivement, ce service de l'aménagement du territoire dans lequel j'ai été travailler en 1995 avait décidé de réorganiser son département, ses services, pour créer un service des agglomérations. Donc moi, en 95, en fait, je travaillais déjà dans une logique d'agglomération. Je m'occupais de toutes les agglomérations du canton. Et donc, il y avait quand même des indices et des prémices qui nous disaient que, il fallait peut-être prendre ça comme un problème à part. Donc, on peut dire qu'il a agi et puis qu'il a répondu à une urgence. Et après, ce que je dirais quand même, c'est que, disons, cette décision de 2001 de lancer une politique pour les agglomérations, elle a produit en espace de 6 ans, parce que c'est en 2007 qu'on a déposé les premiers projets d'agglomération. Elle a produit qu'environ une trentaine d'agglomérations en Suisse se sont organisées pour se mettre ensemble et pour élaborer un programme d'agglomération. Donc c'est énorme. Et après la deuxième génération, je crois, on a passé presque à 40 agglomérations. Et ça veut dire que peut-être ça a tellement bien marché parce que le besoin était là. Ouais. Et puis ça donnait aussi un élan très très fort. Et ensuite,
en cours de route. Après, on a eu donc les 4 premières générations de projets d'agglomération, 1, 2, 3, 4. Le dernier, c'était en 21. Entre-temps, on a eu la révision de la loi sur l'aménagement du territoire, donc la LAT 1, qui est entrée en vigueur en 2013 et qui a donné aussi encore un vent arrière, si j'ose dire, à cette politique pour les agglomérations. Et je dirais aussi que, donc moi, je suis arrivée dans l'Ouest lausannois en 2003, donc quelque part 2 ans, voilà, juste là entre deux. Et c'est évident que, disons, la dynamique de la politique d'agglomération nous a énormément aidé à réussir, à collaborer. Parce que cette collaboration, c'était pas une collaboration juste parce que c'est sympathique de collaborer. Il y avait un vrai intérêt à s'organiser. Et donc, il y a eu un parallélisme aussi entre les travaux engagés par le canton de Vaud, en l'occurrence, enfin, ici aussi, Genève, mais pour moi, dans l'Ouest, non seulement on travaillait à l'échelle des communes, mais le canton était en train d'essayer de monter aussi un projet d'agglomération. Et donc, il y a eu cette synergie qui nous a comme un momentum. Oui, qui nous a tellement profité. Oui. Est-ce que vous êtes un peu à la maison dans la Deutschschweiz comme dans la Suisse romande? Vous parlez, vous êtes bilingue, donc vous connaissez aussi un peu les mentalités dans les différentes régions de Suisse. Est-ce qu'il y a une différence de voir l'agglomération, de la penser, de la planifier en Suisse alémanique ou en Suisse romande? Ce qu'on peut observer, c'est que dans les premières générations 1 et 2, je pense, les projets d'agglomération qui venaient de Suisse romande et en particulier les Vaudois et les Genevois, en fait, étaient des projets d'agglomération avec un projet de territoire, avec des propositions. Donc, il y avait des images directrices, en quelque sorte, qui étaient dessinées, des visions territoriales. Et avec ça, à partir de là, on a sorti la liste des mesures infrastructurelles et la liste des mesures d'urbanisation. Donc, on est parti d'une vision territoriale pour faire des listes de mesures. Ce que je comprends, c'est que et d'ailleurs, c'est ce que le nom allemand dit aussi d'une certaine manière, programme d'agglomération. On est plus dans une idée Agglomerationsprogramm. Voilà, exactement. On est plus dans une idée de programme avec justement des listes. Ce qui a fait que, voilà, je parle vraiment pour Vaud et Genève, dans les premiers projets d'agglomération, puisqu'on recevait en quelque sorte des notes du Conseil fédéral, non, parce qu'il y avait le pourcentage en fait de subventions qui dépendait de la qualité du projet. On a été extrêmement bien noté, on a été très très heureux de ces bons résultats. Et ça aussi, je crois que pour la dynamique des agglomérations vaudoises, mais clairement aussi pour la franco-valdo-genevoise, puisqu'ici l'agglomération elle est beaucoup plus grande que le canton, ça a été un moment extrêmement encourageant, aller de l'avant, et puis c'est ce qui s'est confirmé ensuite dans les projets d'agglomération qui ont suivi. Alors, nous remarquons tous le changement climatique, ça nous influence tous. Est-ce que ça influence aussi la planification des agglomérations? Moi, je pense que la planification des agglomérations, mais au même titre que, je pense, l'aménagement du territoire tout court, est en train d'intégrer, disons, ce que signifie cette transition écologique. Disons, la question, la problématique de l'environnement et de la préservation de nos écosystèmes qui répondent à la question du changement climatique, qui répondent à la question de l'effondrement de la biodiversité. Donc, la prise en compte des écosystèmes naturels, quelque part, doit primer sur l'activité de l'homme sur le territoire. C'est-à-dire, notre survie, en quelque sorte, en dépend. Ça veut dire que la question environnementale, elle devient quelque part prépondérante. Et ça, concrètement, dans les agglomérations, ça signifie le développement vers l'intérieur, qu'elle propose d'ailleurs. Ça signifie qu'avec ça, on fait déjà juste et très juste, n'est-ce pas? Parce que grâce au travail de développement vers l'intérieur des agglomérations, on réussit à offrir, disons, les potentiels d'accueil nécessaires à la croissance, puisque la Suisse est toujours en train en tout cas, un certain nombre de régions en Suisse sont toujours en train de croître démographiquement. Mais je crois que ce qui change et ce qui va être nouveau, c'est que je crois que qui développe vers l'intérieur doit aussi réparer, requalifier et régénérer. Les 3 RE, Ah oui, c'est vrai. Voilà, exactement. Et auquel on pourrait rajouter, réemployer, réutiliser, tout ça. Voilà. Et ça veut dire concrètement que sur un territoire comme celui-ci, par exemple, la quantité de surface imperméable, asphaltée, ne pourra pas rester la même une fois qu'on a transformé ce quartier.
Ça veut dire que là où on a désasphalté, on va chercher à planter des arbres qui ne sont pas là. On va peut-être chercher justement à tirer des cordons végétaux à partir de larves pour qu'ils puissent pénétrer à l'intérieur du quartier. On va certainement faire des places sur lesquelles on va aussi mieux se protéger du soleil. Donc on va faire des choses pour l'environnement, mais on doit aussi faire des choses pour nous adapter au changement climatique. Ça, ce sont des conditions, je crois, pour le développement de ce type de secteur. Donc la Innenentwicklung, on sait qu'on doit la faire de manière qualitative par rapport à la question patrimoniale, notamment, etc., enfin, par rapport aux espaces publics. Mais aujourd'hui, la Innenentwicklung, le développement vers l'intérieur, doit aussi amener des qualités nouvelles et réparer des territoires qui ont été maltraités par nos activités. Pour conclure, j'aimerais commencer 3 phrases et je vous demande de les terminer à ma place, si vous êtes prête. Si j'avais un budget illimité pour les agglomérations dans le canton de Genève, Bon, enfin, moi je vais vous dire, moi je crois que la question c'est pas tellement le budget, mais la question c'est de faire bien, intelligemment, à chaque fois qu'on fait quelque chose. Deuxième phrase, si je pouvais conseiller le Conseil fédéral en matière d'aménagement du territoire et qu'il m'écoutait, Bon, je dirais que 2 choses, peut-être qui m'aident vraiment à faire du développement vers l'intérieur, parce que je crois que ce processus d'étalement urbain, il doit vraiment s'arrêter pour une question vraiment, presque si j'ose dire, de vie et de mort. Si on veut préserver les écosystèmes naturels grâce auxquels on peut vivre sur cette terre, je crois qu'il y a un enjeu extraordinaire à vraiment être capable de freiner l'étalement urbain. Et puis l'autre chose, je crois que donc il faut qu'il nous aide en quelque sorte que ce processus de régénération des territoires déjà bâtis puisse se faire et peut-être qu'il nous aide à être innovants dans ce cadre-là, à exploiter, on parlait de potentiel tout à l'heure dans les agglomérations, mais qui nous aide peut-être à nous donner des libertés qui nous permettent d'expérimenter et d'innover dans ces territoires. Et la 3e phrase que je vous prie de terminer, le plus grand malentendu en matière d'agglomération est que les agglomérations, c'est un Agglomeraie. L'agglomération, c'est des centaines de communes, de petites communes, de quartiers dans lesquels des gens vivent et dans lesquels les gens aiment vivre. Et je crois qu'on doit, si on continue à les transformer, être très attentif à ce qu'il y a déjà là, aux gens, à ce qu'ils aiment et à ce qui rend ces endroits uniques au monde. C'était le 2e épisode du podcast de l'Union de villes suisses à l'écoute des agglomérations. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, Nicoletta Cimino. Ce podcast est produit par le collectif Audioband. À bientôt!